Bonjour et bienvenue pour notre présentation Valoriser les données cliniques pour la prédiction en santé. Je m'appelle Barbara Decelle et je suis la conseillère en recherche sur la santé chez Ivado. Je serai la modératrice de cette présentation. Avant de commencer, j'aimerais vous dire quelques mots. Comme les présentations s'enchaînent rapidement et que nous veillons à respecter le temps de chaque conférencier, je serai la maîtresse du temps et c'est moi qui vous indiquerai lorsqu'il restera 2 minutes et que c'est le moment de poser la dernière question. Concernant les questions, je vous invite à utiliser l'onglet Questions dans la boîte de dialogue sur le côté droit de votre écran en tout temps lors de la présentation. Il n'y a pas d'option d'interaction audio avec la plateforme, c'est donc moi qui poserai les questions directement à notre conférencier. Finalement, les présentations sont enregistrées, ce qui vous permettra de suivre celles auxquelles vous n'avez pas pu assister aujourd'hui. Laissez-moi maintenant vous présenter notre conférencier, Guillaume Vergnol. Diplômé de Centrale Supélec en France et en possession d'une maîtrise de recherche en mathématiques appliquées à l'École polytechnique de Montréal, Guillaume Vergnol travaille de pair avec Alaya Care depuis 2019 pour relever les grandes problématiques de l'industrie du soin à domicile en utilisant les outils modernes numériques relevant du traitement des données et de l'intelligence artificielle. Ses travaux se sont jusqu'à maintenant concentrés sur l'étude de la satisfaction des employés dans ce milieu, ainsi que l'analyse des documents cliniques pour la prédiction du risque de réhospitalisation des patients. Guillaume, la parole est à toi. Merci beaucoup Barbara et bonjour à tous. Puis déjà, je tiens à dire que je suis très heureux de faire partie de cette conférence. Donc merci aux organisateurs Ivado d'avoir pu organiser cet événement qui a pu réunir autant de personnes intéressantes. Donc vu que j'ai déjà été présenté, je vais juste parler en quelques mots de ce que fait Alaya Care et quelle est sa mission. Donc notre objectif, c'est vraiment d'essayer d'apporter les outils numériques qui sont nécessaires pour les agences de soins à domicile afin de faciliter leur gestion. Donc, la plateforme, elle permet de gérer efficacement l'activité du personnel de soins et aussi suivre l'évolution des patients. Moi, je fais partie de la branche Alaya Labs, qui est la branche de recherche de la compagnie. Et notre objectif, c'est d'essayer d'apporter des solutions innovantes à des problèmes concrets comme des problèmes d'optimisation d'emploi du temps, en essayant de minimiser les distances parcourues par les employés et aussi des études sur la rétention d'employés, comme l'a mentionné Barbara. Le projet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est tout ce qui constitue l'univers des notes cliniques qui sont laissées par les employés de soins lorsqu'ils vont voir les patients. Donc trop souvent, ces notes qui sont non structurées, c'est vrai, des champs de texte libres, ces notes sont centrales pour le suivi d'un patient afin de mettre à jour son plan de soins et elles sont trop souvent peu analysées ou balayées du regard par rapport à la quantité d'informations que les agences de soins doivent gérer chaque jour en même temps. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte sur ces notes cliniques, je vous propose de prendre un petit peu de temps pour se mettre dans la peau d'un coordonnateur de soins qui a un rôle central dans l'agence de soins à domicile. Donc, ce coordonnateur de soins, il va devoir gérer deux types de personnes. Le premier, ça va être les patients. Les patients, leur besoin, ça va être de leur créer un plan de soins. Et pour créer ce plan de soins, on va se baser sur leur historique médical et tous les événements de leur passé qui sont importants. L'objectif ici, ça va être d'identifier, pour le coordinateur de soins, ça va être d'identifier quels soins sont nécessaires pour ce patient et quelle fréquence de soins le patient doit recevoir. Dans une autre main, on a aussi les employés que va devoir gérer le coordinateur de soins et notamment établir des emplois du temps. Pour créer ces emplois du temps, il faut prendre en compte les spécificités de chaque employé. Donc déjà, son niveau de compétence. On peut par exemple, au sein d'une même agence, retrouver des infirmiers et des préposés aux bénéficiaires. Les employés, ils ont aussi certaines disponibilités au cours de la semaine. Parfois, ils ne sont pas disponibles les week-ends ou alors seulement disponibles sur des shifts de nuit. Il faut aussi prendre en compte la zone géographique afin de faire en sorte que les patients qui soient vus soient dans un secteur qui est proche du domicile de l'employé. Donc, le coordinateur doit vraiment gérer ces deux entités-là pour organiser toutes les visites qui vont avoir lieu au fur et à mesure du temps. À l'issue de ces visites, il va y avoir des notes cliniques qui vont être déposées. Donc, c'est une source d'information qui doivent être prises en compte par le coordonnateur de soins afin qu'il puisse mettre à jour le plan de soins des patients s'il y a eu un événement notable, par exemple, mais aussi les emplois du temps des employés pour faire en sorte que, d'une part, les besoins des patients soient répondus, mais aussi que les employés aient des emplois du temps qui soient satisfaisants. Car là, on parle vraiment d'une industrie où le problème de rétention d'employés est un problème vraiment brûlant et que, à tout prix, les agences veulent garder leurs employés au sein de leurs agences.
Donc, avoir des bons emplois du temps d'une part et un plan de soins à jour et qui répond aux besoins des patients, c'est vraiment les deux priorités que va gérer le coordonnateur de soins. Donc, pour se mettre dans une situation un petit peu plus réaliste, il faut s'imaginer qu'on va avoir un pool de patients et un pool d'employés, que chacun va avoir besoin de leur plan de soins et de leurs emplois du temps. Et plus le temps va avancer et plus la quantité d'informations cliniques va être volumineuse, ce qui va donner beaucoup de travail au coordonnateur de soins pour essayer de gérer tout et maintenir surtout tout à jour et que d'une part les patients et d'autre part les employés soient satisfaits. Donc, pour souligner cette importance des notes cliniques, je donne juste un exemple où on a un patient, par exemple, qui va venir voir une agence de soins à domicile et on va lui attribuer un employé pour un certain type de soins. Et semaine après semaine, l'employé va documenter ses visites et va tenir compte de comment évolue finalement la situation du patient. Et éventuellement, là, on voit par exemple que ces notes montrent que le statut du patient est en train de se dégrader et au final, on pourrait imaginer que ce patient terminerait à l'hôpital. Et c'est là toute la problématique qu'on a essayé de résoudre avec ce projet, c'est est-ce qu'on est capable d'anticiper cette réhospitalisation et surtout, si on peut la prédire, est-ce qu'on peut prendre les bonnes décisions et réaliser les bonnes actions au bon moment pour empêcher une éventuelle hospitalisation. Donc, on est parti de l'idée qu'on pouvait essayer de catégoriser toutes ces notes cliniques dans différentes catégories, les drapeaux rouges, les drapeaux jaunes et les drapeaux d'aucune couleur particulière. Les drapeaux rouges, ça constituerait l'ensemble des notes qui nécessiteraient une notification immédiate au coordonnateur pour qu'il puisse prendre une action rapide. Par exemple, toutes les mentions de fractures ou de patients qui a été à l'hôpital, il va falloir mettre à jour tout de suite les emplois du temps et les plans de soins. Donc, c'est quelque chose qu'on voudra absolument notifier rapidement. On a aussi toutes les notes qui appartiendraient au drapeau jaune, donc qui nécessitent quand même une certaine attention et qui sont importantes pour le suivi, mais qui ont un caractère moins urgent que les drapeaux rouges. Et enfin, on a l'ensemble des notes qui ne nécessiteraient pas d'attention particulière, qui feraient juste mentionner que tout va bien, par exemple. Et l'idée, c'est de faire cette catégorisation de manière automatique en utilisant les méthodes modernes d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle, notamment avec toutes les méthodes de traitement automatique de la langue naturelle, aussi appelées NLP en anglais. Et donc, l'idée, c'est vraiment de transformer ces données brutes, qui sont les notes cliniques, donc juste du texte, et de les transformer en données qui sont actionnables par le coordonnateur de soins et qui puissent en faire quelque chose. Donc, on a eu une rencontre avec une agence de soins aux États-Unis pour essayer d'identifier quel type de cas d'utilisation pourrait tomber dans cette catégorie des drapeaux rouges et aussi les cas d'utilisation pour les drapeaux jaunes. Et ça nous avait permis d'en identifier quelques-uns qu'on a ensuite, par la suite, pu vérifier avec d'autres agences de soins qui étaient soit au Canada, soit aux États-Unis, afin d'identifier vraiment finalement les contextes et les contenus sur lesquels on devait se focaliser dans cette étude. Donc la première partie, une fois qu'on a identifié les catégories, ça va être de catégoriser ces notes en regardant leur contenu et pouvoir affirmer qu'une note appartient ou non à une de ces catégories. Donc à cette étape-là, on n'est pas encore en train de dire qu'il faut lever un drapeau ou pas pour ces types de notes, juste essayer de comprendre à quelle catégorie peut-on associer le contenu d'une de ces notes. Et pour ça, on a utilisé du Named Entity Recognition, qui est une des méthodes de Natural Language Processing. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, vous pouvez l'imaginer seulement comme un modèle qui va essayer d'étiqueter les mots en fonction des catégories qu'on lui a appris. Donc, par exemple, les 11 catégories qu'on avait identifiées précédemment, on va apprendre ce modèle à reconnaître qu'une note appartient à cette catégorie-là en utilisant donc ce modèle. Et donc, en utilisant cette technique, on a pu catégoriser plus de 740 000 notes qui étaient associées à 4000 tâches différentes dans les différentes tâches qu'on a identifiées. Donc, une fois qu'on est capable de mettre des catégories de notes et donc de savoir quelles notes mentionnent des problèmes de peau, quelles notes mentionnent des chutes, par exemple, la deuxième partie, c'est de prédire. Donc, regarder au contenu directement pour dire est-ce que le contenu est important ou est-ce qu'il est normal, par exemple. Et donc, dans notre phase exploratoire, ce qu'on a observé très rapidement, c'est qu'on a un prédicteur qui était très fort, qui était la longueur des notes. Donc, l'intuition derrière ça, c'est que les notes qui sont courtes, généralement, possèdent peu d'informations. Ça va être, par exemple, des mentions que la visite s'est bien passée, le patient va bien, ou des commentaires qui sont relativement courts comme ça. Et à l'opposé, quand les commentaires étaient vraiment plus longs,
souvent, c'est dès qu'il s'était passé un événement important et l'employé a tendance à rajouter beaucoup de détails. Donc, par exemple, un patient qui serait tombé, qui serait fait une fracture, puis ensuite il a fallu appeler une ambulance, puis on est allé à l'hôpital, puis à la fin de l'hôpital, voilà, j'ai terminé mon chiffre, tout ça. Tout ça pour dire que les notes plus longues, en général, contiennent beaucoup plus de détails et nécessitent plus d'attention. Donc c'est comme ça qu'on a construit notre modèle de base. Et ensuite, on a essayé de construire à partir de ce modèle de base en ajoutant d'autres prédicteurs tels que de l'analyse de sentiments réalisée directement sur la note, de l'analyse de fréquence des mots et des notes elles-mêmes, aussi regarder à des dictionnaires de mots spécifiques à l'intérieur des notes, et aussi des méthodes de machine learning comme des auto-encodeurs ou des isolation forests. Donc là, ce que vous visualisez, c'est un tableau d'accuracy, donc de précision. Et on a eu aussi une discussion avec nos clients pour essayer de comprendre quelles métriques étaient importantes de regarder pour, pour finalement refléter la qualité de nos solutions. On sait que dans les problèmes de classification, que la précision, c'est pas quelque chose qui suffit. On a aussi d'autres métriques comme le rappel ou la F1 score, par exemple, qu'il est important de regarder. Et donc, on a soumis cet exercice à nos clients, qui était à partir d'un jeu de données complètement naïf, avec des commentaires très importants qui nécessitent des drapeaux rouges, des commentaires qui nécessitent des drapeaux jaunes et des commentaires normaux. On leur a proposé deux solutions. La solution A avec une précision assez élevée, mais qui ratait un drapeau rouge, et une solution B qui capturait tous les drapeaux rouges, mais qui faisait beaucoup d'erreurs dans le reste du jeu de données. Et et donc souvent nos clients se sont dirigés vers la solution B. Donc ils sont prêts à avoir des faux positifs si ça leur permet de capturer l'ensemble des notes importantes. Et donc ça, c'est vraiment la métrique du rappel sur laquelle on se focalise pour designer nos solutions. Et donc, une fois qu'on a notre algorithme qui est prêt, il y a toute la partie de visualisation des données, comment faire en sorte que notre algorithme et ses résultats puissent être consommables puissent être consommés pour les coordonnateurs de soins et qu'ils puissent prendre les actions par rapport à ça et finalement essayer de réduire le risque de réhospitalisation. Et donc, on a mis directement un widget dans leur page d'accueil afin qu'ils puissent suivre l'évolution des différents drapeaux qui étaient levés chaque jour. On avait un rafraîchissement des données toutes les heures et les modèles qui étaient appliqués à chaque fois, ce qui leur permettait d'avoir ça en quasi temps réel. Donc là, l'approche que je vous ai présentée, c'est une approche qui est assez basique. Donc, les prédicteurs qu'on avait identifiés étaient assez statiques. Maintenant, on peut s'imaginer, et c'est ce vers quoi on se dirige, une approche un petit peu plus complexe qui prendra en compte les prolongements lexicaux. Donc, en anglais, c'est des embeddings, et qui va travailler directement sur les mots ou sur des notes à part entière. Alors, je ne sais pas à quel point est-ce que vous êtes familier avec ce concept-là. Donc, ce que je vous propose, c'est pour essayer d'imaginer un petit peu à ce à quoi ça pourrait ressembler. Je vous propose cette petite expérience visuelle où il faudrait que vous essayiez de vous projeter dans un espace de dimension 50, 100 ou 200. Alors, je sais que ça peut être difficile à s'imaginer, mais imaginez-vous qu'un point, au lieu d'avoir 3 coordonnées, comme il a dans l'espace x, y, z, imaginez qu'il ait 200 coordonnées, par exemple. Donc, 200 chiffres sur 200 axes. Et l'objectif, ça va être dans cet espace que chaque point, qui peut représenter une note, il y a une notion de distance entre ces notes. C'est-à-dire que des notes qui seront proches dans cet espace auront des contextes similaires. Et c'est ça qu'on va essayer de construire. Donc, par exemple, si on prend l'ensemble des notes cliniques et qu'on les envoie dans cet espace multidimensionnel, on espérerait que toutes les notes qui mentionne qu'il n'y a pas eu particulièrement qu'il n'y a pas eu d'événement à noter particulièrement, serait dans une même zone géographique de cet espace de prolongement lexicaux. Donc, par exemple, on aurait ces notes-là qui seraient dans un coin. Dans un autre coin, on aurait toutes les notes qui ont un lien avec les hospitalisations ou les fractures, comme des poignets cassés, des fractures ou des venues à l'hôpital. On pourrait même imaginer qu'une autre zone serait spécifique pour tout ce qui est prise de signes vitaux. Et donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on appelle les prolongements lexicaux, donc aussi les embeddings. Et on pourrait imaginer que, par exemple, si une agence nous souligne qu'elle est particulièrement intéressée par des fractures à la hanche, par exemple, en prenant des exemples canoniques qu'elle nous fournit, on peut ensuite les envoyer dans cet espace d'embeddings pour regarder le voisinage de ces notes et ainsi identifier des notes qui auraient des contextes similaires. Donc c'est vraiment une manière très robuste pour catégoriser toutes ces notes cliniques en même temps.
Il faut savoir que tout ce projet d'essayer d'étiqueter les notes écrites des employés, c'est une petite partie de la vision clinique qu'on essaye d'avoir, qui serait de prendre en entrée non seulement les notes non structurées écrites par les employés, mais aussi plein d'autres sources, telles que toutes les évaluations standardisées qu'on utilise aux États-Unis et au Canada, comme Oasis et Interrail, ou les données des plans de soins, tout ce qui est Synvito, ou les auto-évaluations, ou les reports d'incidents. Et si on pouvait prendre toutes ces entrées et les mettre dans un même modèle qui serait capable de prédire le risque de réhospitalisation comme il en existe déjà ailleurs, on serait capable vraiment de donner un outil assez puissant pour nos agences afin qu'elles puissent suivre d'une part les patients et savoir quel est leur risque de réhospitalisation, mais aussi pouvoir assigner les bons employés aux patients afin qu'ils puissent recevoir le soin dont ils ont vraiment besoin. J'arrive à la fin de ma présentation, fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis c'est avec plaisir que je prends vos questions pour y répondre. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation très claire. Donc, j'invite les participants à présent à poser leurs questions dans la boîte du chat. En attendant, peut-être une petite question, Guillaume. Donc, là, vous parliez d'intégrer d'autres données. Mmh. Donc, est-ce que les intervenants ou les infirmiers qui se rendent à domicile vont aussi prendre des signes vitaux? Est-ce qu'ils vont prendre le pouls, par exemple? Est-ce que ça, c'est des données que vous pourriez aussi intégrer directement dans vos études? Alors, tout à fait, c'est même un projet qu'on avait déjà eu il y a quelques années. On avait construit un premier modèle qui regardait l'historique médical des patients et leurs signes vitaux et qui, en utilisant des méthodes de forêt aléatoire, venait essayer de prédire si le patient allait être réhospitalisé dans les 3 prochains jours à compter de la prédiction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait créé il y a quelques années et qui se basait sur les données uniquement structurées, donc les signes vitaux et l'historique médical. Et on avait déjà commencé à voir certaines limitations, comme on avait un prédicteur qui était très fort lorsqu'on avait fait cette étude, par exemple, c'était le nombre de fois que le patient était allé à l'hôpital dans les semaines qui précédaient. Et naturellement, il venait mettre un score très élevé sur tous les patients qui avaient été à l'hôpital dans les semaines précédentes. Donc, tout simplement de dire, ceux qui ont été à l'hôpital vont sûrement y retourner. Et donc, on a vu toutes les limitations si on se limitait à une seule source de données. Et c'est quand on a vraiment observé l'univers de notes non structurées qui était disponible dans nos bases de données qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on essaye d'aller voir d'autres horizons et qu'on essaye de prendre en compte différentes entrées pour avoir un modèle de réhospitalisation beaucoup plus robuste. Merci. Enfin, une autre question posée par Monsieur Yvan Ouellette. Êtes-vous Mhm. opérationnel quelque part? Est-ce qu'il y a un pilote ou non? Tout à fait. Donc là, on a commencé à développer un pilote avec une agence aux États-Unis. Donc, on a développé un pilote sur 6 semaines. Et donc là, on en est à peu près à la semaine 5 sur 6. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait beaucoup de notes qui ont été identifiées par notre modèle étaient correctes. Comme je vous ai discuté sur la slide quelle est l'importance de la métrique, on avait vu qu'il valait mieux en capturer plus, quitte à avoir des faux positifs pour être sûr d'avoir finalement de ne pas rater de contenu important. Donc, donc ils ont dû jouer un petit peu avec ces faux positifs. Et ce qu'on espère, donc, c'est d'observer avant le pilote et après le pilote une diminution, par exemple, des réhospitalisations des patients, ou simplement voir que cet outil leur a simplifié la vie pour tout ce qui était de mettre à jour les plans de soins ou de se tenir au courant des derniers événements chez leurs patients, par exemple. Et là, Merci beaucoup. pour ajouter, on est en train d'embarquer 2 autres clients qui vont aussi essayer la version actuelle de notre algorithme. Et en parallèle, on travaille sur toute la méthode avec les embeddings que j'ai présenté et qu'on pourra ensuite faire essayer encore à d'autres patients, à d'autres agences de soins avant de pouvoir le déployer à l'ensemble de nos clients. Merci. Donc, une autre question. Est-ce que vous utilisez des relevés de signes vitaux à distance pour avoir des infos entre les visites? Donc, est-ce que votre système pourrait être nourri en fait par des informations qui auraient lieu en dehors des visites? Ouais, tout à fait, parce qu'il y a une dimension qui est hyper importante dans tout ce qu'on regarde. Notamment, là, je parle pour le modèle de risque de réhospitalisation, c'est la dimension temporelle de la réhospitalisation. C'est vraiment
une succession d'événements qui va mener à la réhospitalisation. Et donc être capable d'avoir un maximum d'informations sur toutes les différentes tranches de temps, c'est super important. Donc que ce soit en dehors des visites ou pendant les visites, si on a un moyen de récupérer ces données vitales via un téléphone, via des auto-évaluations par exemple, c'est définitivement des choses qu'on veut rajouter à l'étude pour ce modèle de réhospitalisation. Merci beaucoup, Guillaume. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Peut-être une petite dernière. Quels sont selon vous les défis à réaliser ce genre de projet dans le secteur de la santé au Québec? Alors au Québec, il y a une première limitation, ça va être la langue. On sait que dans toutes les applications de traitement automatique de la langue naturelle, les modèles sont définis pour une langue. Et la plupart des grandes avancées dans ce milieu-là ont été créées pour la langue anglaise. Donc ça, c'est déjà une première limitation, c'est qu'il va falloir trouver ou construire des modèles qui peuvent travailler sur la langue française. Après, une des difficultés qu'on a, pas seulement au Québec, mais aussi dans les autres provinces et les autres pays, ça va être à quel point est-ce que le soin peut être diversifié. Donc, on va avoir des employés qui vont avoir des besoins et des très différents, par exemple, et les patients aussi, que ce soit des soins paramédicaux, par exemple, ou pour de la démence ou pour Alzheimer, par exemple. On va avoir vraiment un spectre de soins différents qui doivent être reçus, vraiment grand. Et la force que doivent avoir ces modèles, c'est être capable de distinguer tous ces cas d'utilisation différents pour être en mesure d'y répondre au mieux en fonction des spécificités des patients, des soins dont ils ont besoin et aussi des employés qui remplissent toutes ces informations. Merci beaucoup, Guillaume. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, restez des nôtres. La prochaine conférence débute dans quelques instants. Et merci encore, Guillaume, pour cette présentation. Je vous remercie beaucoup.